Sophie Salio-Marie, Réinfo France 1, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur les routes d'ici ou d'ailleurs, dans ma série de podcasts inspirants par des personnes inspirées. Aujourd'hui, je reçois Florence Raison-Leparc, écrivaine. Elle est originaire du Var. Après plusieurs années passées dans l'éducation nationale en région parisienne, Florence et sa famille reviennent vivre au bord de mer dans une petite ville du sud de la France. Elle signe sous le nom de Amaryllis Dior une trilogie aux éditions La Bruyère, une trilogie drôle et caustique qui nous relate les aventures délirantes et rocambolesques de 5 femmes qui ne se connaissaient pas et qui, au fil des coïncidences et péripéties de la vie, deviendront des amies. Florence est une ancienne prof d'EPS, une ex-athlète, mais également une musicienne et elle est ceinture noire de Jujutsu. Fervente lectrice de romans policiers, elle se passionne aussi pour toute la littérature maritime. Pour se détendre, elle reconnaît que les livres de Sophie Kinsella lui plaisent beaucoup. L'été 2016, elle se lance dans l'écriture du tome 1 de la trilogie. Tout ceci n'est que pure fiction. Et celui-ci sera édité l'année suivante. Elle est une passionnée. Écrire est une activité qui s'impose dans sa vie comme une évidence. Sans se poser plus de questions que cela, elle met sur papier tout ce qui lui passe par la tête. Elle écrit plutôt chaque fin de matinée. Puis, en 2018, le tome 2, les personnes et les situations de ce récit étant purement fictifs, sortira en librairie. Portée par l'énergie de ces 5 femmes qu'elle affectionne et qu'elle adore mettre en scène, dans toutes les situations décalées et cocasses, Florence s'amuse et Amaryllis Dior écrit. Au printemps 2020, le tome 3, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite, est édité. Quand nous lui posons la question « Pourquoi cette trilogie ?», elle répond « J'avais envie de rire ». Pour cela, j'ai voulu mélanger 2 genres que j'apprécie vraiment. Celui de la série télévisée américaine culte Desperate Housewives et du thriller Paris Gagné. Du tome 1 au tome 3, le lecteur est emporté dans un monde dans lequel il passe du rire aux pleurs, comme un enfant passerait du rire aux pleurs. Et comme dit le proverbe français, mieux vaut rire que pleurer. Bonjour Florence. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Le docteur, qui avait avancé démesurément le cou et commencé à cligner des paupières d'une manière effrénée, secoua violemment la tête, indiquant la négative. Vous avez la maladie du donjon, des tourelles, enfin bref, un truc qui ne ressemble à rien, tout comme vous d'ailleurs. Églantine, sortant brièvement de sa sidération, murmura « Une forme du syndrome de la tourette ?» Voilà, c'est cela même. Alice hocha la tête avec satisfaction. D'ailleurs, vous recommencez. En effet, le docteur Veller alternait à présent les clignements d'yeux avec sa grimace la plus habituelle. Il serrait les dents, allongeait le cou, ses yeux semblant vouloir quitter leurs orbites. Églantine réalisa alors qu'Alice n'avait rien exagéré. Elle-même, choquée par la scène, fixait le praticien avec incrédulité. Sentant brusquement monter une crise de fou rire monstrueuse qu'elle ne pourrait réprimer, elle s'obligea à penser à toutes sortes de scènes pénibles. Parvenant un instant à garder son sérieux en se fixant sur la disparition d'Abby, elle en profita pour sortir l'éventail brodé dont Alice lui avait fait cadeau. Se félicitant de garder toujours cet objet dans son sac, y compris lors d'une saison durant laquelle il n'était d'aucune utilité, elle se cacha le visage et tenta de reprendre rapidement sa respiration. Les choses s'accélérant, Églantine se souvint qu'Abby venait de donner de ses nouvelles. Le docteur a sorti sa dernière grimace d'un petit cri parfaitement ridicule. Églantine émit l'appel d'air censé lui permettre de respirer, le fou rire étant le plus fort. Ce dernier se termina en un cri rauque, la surprenant elle-même. Cette situation inédite et totalement ubuesque laissa Alice sans voix. Églantine, quant à elle, hurla de rire, ce qui n'était certainement pas la réaction appropriée lorsque l'on accompagnait une amie qui venait faire part à son thérapeute conjugal d'une triple trahison. L'instant pour Alice fut cathartique. Elle se leva calmement, se saisit du pot de fleurs trônant sur le bureau du médecin, le leva le plus haut qu'elle put et l'abattit dans un fracas épouvantable sous le nez de ce praticien. Pourquoi avoir choisi ce passage, Florence ? À vrai dire, il m'a été difficile de choisir un passage drôle, donc il y en a pas mal dans ce roman. Disons que ce passage reflète assez bien les situations drôles, ubuesques, voire ridicules qui peuvent
apparaître à n'importe quel moment de la vie des protagonistes, à savoir, en l'occurrence, la femme est chez le médecin, il lui arrive quelque chose de grave, mais le rire est malgré tout présent au rendez-vous. J'ai lu dans la presse locale qu'un journaliste vous avait demandé pourquoi vous aviez écrit ce mélange des genres en 3 tomes. Vous lui aviez répondu que vous aviez envie de rire. Pensez-vous réellement que pour écrire l'envie de rire suffit ? Pas pour 3 livres, disons que c'était un point de départ. L'envie de rire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'aime beaucoup rire, ça fait partie de ma personnalité. J'aime aussi faire rire. Donc j'étais partie sur l'idée d'un livre drôle. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit que pour coller à la vie des gens, on ne pouvait pas faire que rire. Et comme je suis quand même beaucoup attirée par les romans thrillers ou les films, je pense que le côté thriller a influencé mes écritures. Vous vous êtes mis à l'écriture il y a 5 ans. Vous avez écrit votre premier livre. À quel moment vous est venue l'idée, voire le besoin d'écrire pas 1 ni 2, mais 3 livres qui sont devenus des tomes ? En fait, la trilogie, non, au début, c'était prévu pour un roman, tout simplement. Et je me suis beaucoup attachée aux personnages, je les ai trouvés géniaux, elles sont devenues mes amies imaginaires. Petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'idées, l'histoire s'est étoffée, on va dire dans un premier temps malgré moi, parce que je voulais vraiment écrire qu'un seul roman. Vous avez commencé à aimer vos personnages, à trouver ces femmes géniales. Vous avez réalisé qu'un livre ne suffirait pas, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est de fil en aiguille, j'ai eu une idée, une autre idée. J'avais l'impression que les personnages voulaient me souffler leurs émotions, leurs aventures, et en fait je suis restée avec elles et avec eux. J'ai la sensation que vos personnages étaient partie prenante de votre écriture, en vous soufflant les scènes dans lesquelles ils souhaiteraient être. C'est un peu cela. C'est ça, voilà, tout à fait, tout à fait. Vous avez écrit une trilogie, c'est un projet que vous avez porté pendant 5 ans. Ces 3 tomes sont publics. Que ressentez-vous à ce jour ? Dans un premier temps, j'ai eu une forme de tristesse. Je m'étais attachée aux personnages, ils m'ont très très vite manqué. D'ailleurs, un ami écrivain m'avait dit la fin d'un roman, c'est comme une rupture amoureuse en fait. Et là, j'avoue que je suis assez d'accord avec lui. Je me demande s'ils sont réellement partis. Donc c'est une question que je me pose. Et puis bien sûr, après, j'ai ressenti une grande joie puisque j'avais porté jusqu'à son terme une œuvre que je pensais pas aussi grande et aussi longue, tout en passant un bon moment. En fait, j'avais apporté quelque chose aux autres, aux futurs lecteurs, en passant un excellent moment. Et on va dire que pour moi, englober les autres et soi, c'est déjà une forme de réussite. Votre désir d'écriture était-il en sommeil ou est-il récent ? Depuis très longtemps en fait, à l'école, au collège, au lycée, j'aimais particulièrement les dissertes, avec toutefois la petite frustration, sachant qu'une disserte, il y a toujours un sujet imposé. Pour écrire un roman, on fait son sujet, on choisit ses personnages ou les personnages nous choisissent. Parfois c'est le cas, c'est eux qui choisissent. Et là c'est génial, donc j'ai pu réaliser ce que j'aimais faire à l'école avec ma liberté à moi, donc c'est encore mieux. Vous avez vécu avec vos personnages pendant 5 ans. Vous dites qu'un livre se prépare et qu'entre autres, on choisit ses personnages. Pensez-vous qu'ils auraient pu vous choisir ? J'ai cette impression, j'ai clairement cette impression, et c'est un petit univers imaginaire. On a l'impression de pas être seul dans sa tête. On a l'impression que des personnes viennent vous souffler les idées. Il y a une interaction entre l'auteur et ses personnages. Et d'ailleurs, je fais en tant qu'écrivaine quelques petites incursions dans le roman. On dirait pas plus pour laisser aux lectrices et aux lecteurs l'envie de découvrir. Actuellement, avez-vous d'autres projets d'écriture ? Bien sûr, dès les derniers travaux de la trilogie, donc la mise en page et les relectures, j'ai commencé tout de suite à coucher quelques idées sur le papier. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie. Je pense que ne pas avoir un livre en route, comme on dit, c'est difficilement envisageable. La façon d'écrire, de s'organiser est propre à chacun. En ce qui vous concerne, comment procédez-vous ? Je commence à écrire en fait et ça se passe exactement comme pour la trilogie. J'écris ce qui me passe par la tête et puis petit à petit l'histoire vient s'étoffer d'elle-même. Donc quand elle ne s'étoffe pas, j'attends, j'écris très peu, c'est pas grave. Quand les idées viennent par contre, quand les personnages viennent me chercher parce que c'est encore le cas, là je suis un peu plus productive. Les personnages sont très actifs dans votre imaginaire. Il me semble qu'ils n'ont pas d'heure. Ils peuvent surgir à tout moment. C'est bien cela ?
Tout à fait, c'est le lieu qui s'impose. Et là, je sais que c'est moi qui plante le décor. Et puis les personnages, là, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais c'est comme ça que ça se passe. Les personnages auxquels vient ce décor viennent me souffler leurs idées. Et c'est génial, en fait. Amaryllis Dior a signé la trilogie. Qui signera votre prochain livre? Ah, c'est Amaryllis qui signera, parce que c'est elle que les personnages viennent chercher. Certains artistes choisissent un pseudo pour diverses raisons légitimes et compréhensibles. En ce qui vous concerne, pourquoi avoir fait ce choix? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, en fait. J'avais dans un premier temps envie de différencier ma vie professionnelle et la vie tous les jours. Et j'avais trouvé aussi que, voulant écrire du côté du rire, je trouvais que mon nom avait quelque chose d'un petit peu trop formel, un peu trop sérieux pour ce type de roman. Donc j'ai choisi un pseudo qui accroche. Il fallait qu'il soit court et percutant, donc je pense que c'est le cas pour Dior. Et Amaryllis, donc c'est un prénom que j'adore et c'est celui de l'héroïne d'un roman que j'avais lu dans mon enfance. C'était une personne qui avait un petit peu les mêmes origines que moi. J'avais adoré ce personnage, en fait. Elle était brillante. Donc voilà, j'ai pris les deux. Pensez-vous qu'Amaryllis Dior est plus libre d'écrire ce qu'elle veut que Florence? Je dirais qu'elles se complètent l'une et l'autre. C'est Amaryllis qui écrit, c'est elle que les personnages viennent chercher. Disons qu'elles s'entraident. Amaryllis fait beaucoup rire Florence, c'est sûr. Florence a les expériences de vie, elle se crée des expériences d'écriture et elle l'aide, on va dire, pour la logistique, la mise en page. Donc chacune a son rôle, elles sont très, très complémentaires. Aujourd'hui, vous travaillez sur un nouveau projet d'écriture. Est-ce facile de faire la part des choses entre ce que vous pensez, imaginez et ce que Amaryllis Dior vous suggère quand elle apparaît? Oui, non, disons que je fais la part des choses et l'écrivaine apparaît beaucoup plus quand je lui laisse la place. Par contre, elle peut apparaître à des moments où il ne se passe rien, la nuit ou quand je me promène. Là, elle peut apparaître. Dès qu'elle a l'opportunité, elle vient. Comme à chaque fois, l'imaginaire crée une image des personnes dont on parle souvent. Une question me vient à l'esprit. Amaryllis Dior est comment physiquement? Ah, ça, c'est une question que je m'étais pas du tout posée. Je pense qu'elle est un peu comme moi, un peu beaucoup, oui, certainement. Peut-être avec le rire un peu plus libéré, j'imagine. Je pense qu'elle me ressemble beaucoup. D'ailleurs, oui, merci de m'avoir posé cette question. Si elle vous ressemble à ce point, elle pourrait être votre jumelle, votre double en quelque sorte. En quelque sorte, oui, ma jumelle délirante, entre guillemets. Elle vous encourage peut-être à dire des choses que vous n'oseriez pas dire. Complètement, ouais. Dans l'écriture de votre trilogie, vous avez habilement juxtaposé le rire et la peur. Pourquoi avoir fait ce choix délibéré, sachant que généralement, le rire est opposé aux pleurs? Écoutez, à la base, c'était pas prévu au début du roman. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était orienté sur le rire. Côté thriller a rattrapé le roman et je pense même qu'il a donné une sorte de relief à l'histoire. Parce que bon, dans la vie, personne ne peut que rire tout le temps. Donc je pense que oui, le côté thriller a donné du relief. Il a aussi donné du relief aux épisodes de rire. Curieusement, j'ai moi-même beaucoup ri en écrivant. Je m'attendais pas à rire autant d'ailleurs. La peur, disons que, surtout à la fin de l'histoire, je me suis un peu fait peur en me disant que le machiavélisme de certains personnages pouvait être franchement effrayant. Cela dit, j'espère qu'aucun lecteur ne va mourir pendant la lecture du roman. Écoutez, rire et peur, oui, j'ai cru bon d'alterner aussi pour ne pas lasser le lecteur, la lectrice, pas toujours s'appesantir sur la vie d'un personnage qui est soit complètement ridicule, soit complètement stressé, parce que ces personnages existent aussi, ils existent dans la vie comme dans le roman. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Beaucoup de choses en fait. Concrètement, on va dire l'humour qu'on qualifie de lourd, l'humour tarte à la crème, les choses ridicules de la vie qui peuvent arriver à tout un chacun, mais sans jamais aucune trace de méchanceté, ça non, pas du tout. Ce sont les situations, les événements décalés, maladroits du quotidien qui vous font rire. Oui, complètement, oui, les situations délirantes du quotidien. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Les araignées. D'ailleurs, il y en a une dans un des romans. Mais bon, à part ça, oui, plus la méchanceté dont peuvent être capables certaines personnes, ça oui, concrètement, ça me fait peur aussi. Il y a différentes peurs, comme celles qui vous tétanisent, qui vous paralysent. C'est pour ça que j'ai fait allusion à une araignée en ce qui me concerne. Oui.
Les comédiens disent qu'il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. De plus, actuellement, la période n'est pas forcément propice au rire. Je trouve qu'il manque des occasions, des personnes pour nous donner l'envie. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez d'accord, oui, c'est plus compliqué de faire rire, surtout en ce moment, bien évidemment. Pour rire, bah oui, il faut lire mon livre. Bon, c'était un petit peu facile. Pour rire, pour sourire, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Moi, je dirais plutôt se rapprocher d'autrui, des gens avec lesquels on est en phase. Ne rien laisser tomber, ni les gens, ni ses rêves. Et puis, surtout, essayer de garder une part d'évasion quand même, hors cette vie qui est pénible. J'ai commencé cette trilogie dans une période plus calme que maintenant, il faut le dire. Déjà à l'époque, je ressentais ce manque de rire, ce manque de joie, et je pense que instinctivement, je me suis dirigée vers ce genre de lecture, d'écriture distrayante. Tout simplement, je me suis mis à la place de la lectrice en me disant, t'es bien contente de lire des choses drôles et distrayantes. Il y a des gens qui les écrivent, donc fais pareil, fais profiter les autres, distrais les gens. Voilà, tout simplement. Pensez-vous que la morosité est d'humeur et le rire de volonté ? Oui, alors disons que c'est pas évident, le rire déjà doit être spontané, mais la personne à la base doit avoir envie, comme vous dites, d'aller vers le rire, vers la personne drôle, vers le roman ou le film qui va les faire rire. À la base, il faut initier, c'est pas rester immobile. Encore plus maintenant qu'il y a quelques temps, c'est vrai. Vous lire fait du bien. Nous pénétrons dans un univers dans lequel nous aimons y rester. S'il y avait une leçon de vie à en tirer pour aller mieux, quelle serait-elle ? Disons qu'ensemble, on est plus fort, tout plus fort. On peut bien sûr faire avec les différences. Tous les personnages figurent dans mon livre, toutes sortes de personnages, des enfants aux personnes âgées, des femmes, des hommes, de toutes les catégories socio-professionnelles. Il faut passer au-delà des différences jusqu'à en faire une richesse. On peut rire presque de tout, je dirais pas de tout, mais presque. Qu'est-ce qu'on va faire d'une épreuve? Qu'est-ce qu'on va faire d'une histoire? Est-ce qu'on va s'en contenter? Ou est-ce qu'on va la tourner du meilleur côté possible pour en faire quelque chose, pour avancer? Est-ce que vous riez de vous ? Ça m'arrive fréquemment, oui. J'ai souhaité que vous lisiez un deuxième passage. C'est la peur instillée un petit peu par l'angoisse. Je n'ai pas eu soif de vengeance. Non, n'allez pas vous méprendre. Juste un besoin de réparation. Pour cela, il a fallu frapper là où c'était facile. Il s'avère justement que mon ami Edgar Perrault se trouvait au bon endroit au bon moment et qu'il avait le parfait profil, à savoir toutes les frustrations requises, sa profession, les femmes, le manque de reconnaissance, les patients infidèles et elle, notre sujet d'expérience. Que valait-elle dans la balance? Sa petite vie minable contre tous les honneurs qui lui étaient dus à lui, l'argent, les femmes, la reconnaissance, laisser son empreinte, exister, enfin. Pourquoi ce passage, Florence ? Je pense que ce passage détonne vraiment avec ce qu'on peut trouver par ailleurs dans le livre. C'est un des passages où l'on surprend le lecteur, en fait, on vient le cueillir. Au milieu des rires, il se passe toujours quelque chose derrière, en fait. Derrière les rires, il y a toujours des souffrances, de la tristesse qui provoque des pleurs. Il y a quelqu'un qui attend dans l'ombre, voilà. Vous avez écrit votre premier livre il y a 5 ans. Avez-vous ressenti des sentiments d'illégitimité, de doute vis-à-vis de vos futurs lecteurs ? Disons que j'ai toujours eu présent à l'esprit que un auteur, aussi plébiscité soit-il, ne peut vraiment pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y aura un lectorat pour ce que j'écris, j'en suis persuadée. Nous avons toutes et tous des préférences dans le domaine de la lecture comme dans tous les autres registres. Quand vous écrivez, pensez-vous à ce que ressentiront vos lecteurs quand ils vous liront ? Je pense aux lecteurs presque toujours. C'est normal, c'est pour eux que j'écris. J'ai plaisir à les imaginer rire, à les voir toujours tourner une page de plus, puisque pour moi, c'est la qualité que doit avoir un bon roman. C'est aller encore une page, encore une page. Et j'aime aussi avoir, autant que faire se peut, les retours du lectorat. C'est très important pour moi. Vous aimez qu'ils vous donnent leur avis ? Oui, c'est une bonne interaction et puis il y a même des idées parfois dedans. En quelque sorte, un club, une communauté interactive entre les lecteurs et les auteurs. Oui, une communauté d'auteurs et de lecteurs. Oui, ce serait un projet vraiment attractif. Vous avez souhaité mélanger 2 genres. Cela vous a-t-il demandé une habileté d'écriture ?
Ça se fait plus naturellement en fait, hein, parce que j'ai essayé déjà de penser au lecteur, mais aussi de coller à la vie quotidienne. Et à partir de là, les épisodes de vie viennent naturellement. Il y a du rire certes, avec de l'angoisse avec, donc il y a de la peur. Mais il y a différentes sortes de peur, et il y a différents personnages, donc ça tombe bien. On a la peur panique, on a la personne qui va être ridicule même dans la peur, on a l'angoissé qui est quasiment une angoissée chronique. Donc la peur fait ressortir les travers des gens encore plus que le rire en fait dans ce roman, puisque le rire est un petit peu plus universel, bien que certaines personnes rient plus facilement que d'autres. Mais disons que là c'était un petit peu, ça se complétait en fait. L'aspect peur, angoisse met bien en relief les caractéristiques des gens et finit toujours par faire rire au bout du compte, bien qu'il y ait des moments assez pesants mais qui sont nécessaires pour le rythme thriller. La peur emprisonne et une des meilleures façons de sortir de cet enfermement, c'est de rire. Qu'en pensez-vous ? Je le pense vraiment, le rire émet des ondes positives de toute façon. Vos livres sont bons pour la santé, ils devraient être prescrits sur ordonnance. Mais je pense, alors là oui, j'en suis persuadée vu les retours que j'ai eus. Oui. Le titre de vos livres est énigmatique. Pourriez-vous nous en dire plus concernant leur choix ? Donc le deuxième et le troisième, c'est la même phrase que j'ai coupée en deux puisque c'est la suite de l'histoire. Donc le premier, tout ceci n'est que pure fiction. J'ai envie de dire que le titre se justifie en lui-même. L'histoire est réellement de la fiction et disons que c'est reprécisé dans le titre parce que les aventures pourraient bien être celles de tout un chacun. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment souhaité interpeller le lecteur, qu'il puisse s'identifier, qu'il puisse se reconnaître. Donc j'ai rappelé que tout ceci était réellement fictif. Ensuite, donc les personnages et les situations, ainsi troisième titre. Donc ces deux derniers titres, je pense, viennent confirmer le premier. On note malgré tout qu'il existe une ressemblance de toute façon avec les personnages de la vie quotidienne. Donc là, disons que j'ai remis l'accent sur cette ressemblance parce qu'elle est indéniable. Les personnages de mes romans ne sont en rien différents de nous, de nos amis. Chacun peut se reconnaître ou reconnaître son voisin ou sa meilleure amie ou son frère. C'est une façon d'amener le lecteur dans le roman. À partir du moment où on peut s'identifier, se reconnaître quelqu'un, on participe. Et là, pour le coup, c'est de la fiction, mais ça se rapproche aussi de notre vie à tous. Peter Drucker disait « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Que vous inspire cette citation ? Écoutez, je pourrais vous répondre par un autre sujet de philosophie qui est du même auteur en fait. Cette personne dit, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Oui, il faut créer l'avenir. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le créer. Il y a aussi une façon, et je pense que c'est la base puisque tout part de nous, il y a une façon de décider, de créer notre propre avenir. Et là, on peut se demander, qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon entourage, pour les autres. D'un point de vue individuel, par exemple, si vous ne vous entraînez pas en sport, vous ne ferez jamais aucune performance. Si vous n'écrivez pas les premières pages d'un roman, vous ne ferez jamais rêver les autres, vous ne les ferez jamais rire. L'avenir se recrée constamment par l'action. Donc, moi j'aurais envie de dire, ne restez jamais immobile, réfléchissez, décidez et agissez en toute confiance. Je vous remercie, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je rappelle que vos livres sont disponibles à la Fnac, sur Amazon. Vous pouvez les commander ou les acheter directement dans toutes les librairies de France et des DOM-TOM. Vous pouvez également contacter les éditions La Bruyère au 01 43 66 16 43. L'éditeur se fera un plaisir d'honorer votre commande. Au revoir Florence. Merci beaucoup Sophie, au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine lors d'un nouvel entretien inspirant avec un invité tout aussi inspiré. Je vous remercie de votre écoute. C'était Sophie Salio-Marie sur les routes d'ici ou d'ailleurs, Réinfo France 1.
Sophie Salio-Marie, Réinfo France 1, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur les routes d'ici ou d'ailleurs, dans ma série de podcasts inspirants par des personnes inspirées. Aujourd'hui, je reçois Florence Raison-Le-Parc, écrivaine. Elle est originaire du Var. Après plusieurs années passées dans l'éducation nationale en région parisienne, Florence et sa famille reviennent vivre au bord de mer dans une petite ville du sud de la France. Elle signe sous le nom de Amaryllis Dior une trilogie aux éditions La Bruyère, une trilogie drôle et caustique qui nous relate les aventures délirantes et rocambolesques de 5 femmes qui ne se connaissaient pas et qui, au fil des coïncidences et péripéties de la vie, deviendront des amies. Florence est une ancienne prof d'EPS, une ex-athlète, mais également une musicienne et elle est ceinture noire de Jujutsu. Fervente lectrice de romans policiers, elle se passionne aussi pour toute la littérature maritime. Pour se détendre, elle reconnaît que les livres de Sophie Kinsella lui plaisent beaucoup. L'été 2016, elle se lance dans l'écriture du tome 1 de la trilogie. Tout ceci n'est que pure fiction. Et celui-ci sera édité l'année suivante. Elle est une passionnée. Écrire est une activité qui s'impose dans sa vie comme une évidence. Sans se poser plus de questions que cela, elle met sur papier tout ce qui lui passe par la tête. Elle écrit plutôt chaque fin de matinée. Puis, en 2018, le tome 2, les personnes et les situations de ce récit étant purement fictifs, sortira en librairie. Portée par l'énergie de ces 5 femmes qu'elle affectionne et qu'elle adore mettre en scène, dans toutes les situations décalées et cocasses, Florence s'amuse et Amaryllis Dior écrit. Au printemps 2020, le tome 3, toute ressemblance avec des personnes ou des